Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des cultures les plus fascinantes et franchement les plus énigmatiques de l'âge du bronze, la civilisation minoenne. C'est la grande question qui va nous guider. Comment est-ce possible que sur cette île, la Crète, une société aussi complexe, aussi raffinée, ait pu voir le jour comme ça, presque sortie de nulle part? Eh bien, comme on va le voir, son histoire, ce n'est pas du tout celle d'un peuple isolé dans son coin, mais au contraire celle d'une connexion permanente et profonde avec le reste du monde. Alors, voilà notre parcours. On va commencer par les origines, puis on explorera leur apogée culturel, on analysera leur incroyable réseau commercial, on assistera à un tournant assez dramatique, et enfin, on verra ce qui nous reste d'eux aujourd'hui. Allez, on commence par le début. Comment tout ça a démarré? Pour comprendre l'ascension fulgurante des Minoans, il faut remonter bien avant la construction de leur fameux palais. Pour s'y retrouver un peu, l'histoire minoenne, on la découpe en 4 grandes phases. D'abord, une très longue période de gestation, la période prépalatiale. Puis d'un coup, tout s'accélère avec la période protopalatiale, celle des premiers palais. Ensuite, c'est l'âge d'or, la période néopalatiale, le top du top, avant un grand basculement autour de 1450 avant notre ère. Gardons cette frise en tête. Et pour piger comment ils ont pu se développer aussi vite, il y a un concept super important à connaître, celui d'état secondaire. En gros, ça veut dire que la Crète n'était pas dans une bulle. Son développement a été littéralement boosté par l'influence de civilisations plus anciennes et déjà très puissantes, comme l'Égypte et les royaumes du Proche-Orient. Et le point crucial, il est là. Les contacts avec l'extérieur n'ont pas créé la civilisation minoenne, ils ont juste servi de catalyseur. C'est un peu comme une étincelle qui met le feu à la poudre. La poudre, c'est-à-dire les changements sociaux, étaient déjà en place en Crète. L'interaction avec ces grandes puissances a simplement tout fait exploser, en quelque sorte, permettant à la société de devenir beaucoup plus complexe, beaucoup plus vite. Et cette accélération, elle nous mène tout droit à l'époque où la culture minoenne a atteint son sommet, une période incroyable définie par des palais magnifiques et des créations artistiques uniques au monde. Et c'est là qu'on voit tout le génie minoen. Ils ne se sont pas contentés de copier-coller ce qu'ils voyaient ailleurs, pas du tout. Ils ont pris des idées, comme le concept même de palais, ou l'utilisation de sceaux pour gérer les stocks, mais ils ont tout réinventé à leur sauce. Ils ont créé une architecture complètement originale, organisée autour d'une grande cour centrale, ça c'est leur signature, et ils ont développé cette technique de fresque hyper sophistiquée, le buron fresco, qui n'avait rien à voir avec ce qui se faisait ailleurs. Il ne faut surtout pas imaginer les palais de Knossos ou de Phaistos comme de simples résidences royales. C'était bien plus que ça. C'était le cœur battant de la société. C'est là qu'on gérait toute l'économie, qu'on stockait les récoltes, qu'on fabriquait des objets de luxe. Et surtout, c'est là qu'on organisait d'immenses fêtes et cérémonies pour montrer à tout le monde qui étaient les chefs. Et comment est-ce que cette culture des palais s'est diffusée partout sur l'île? Eh bien par un phénomène qu'on connaît bien en fait. On pourrait appeler ça l'effet Versailles. Les élites locales des autres régions de Crète, en voyant le prestige immense du grand palais de Knossos, se sont mises à copier son style, son architecture, ses objets de luxe, tout ça pour montrer qu'elles aussi elles étaient dans le coup. C'est comme ça qu'une culture très homogène s'est installée sur toute l'île. Bien sûr, pour financer tout ça, ces palais, ce luxe, ces artisans, il fallait des ressources. Et ces ressources, elles venaient d'où? Essentiellement du commerce. La Crète, c'était la plaque tournante de toute la Méditerranée orientale. Grâce à une bonne connaissance des vents et des courants, les marins minoens suivaient sûrement une grande boucle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Imaginez le voyage. Ils traversaient la mer jusqu'en Égypte, puis ils remontaient le long de la côte, en s'arrêtant dans les riches cités de Syrie, puis de Turquie, avant de rentrer à la maison, les cales pleines de marchandises et la tête pleine d'idées neuves. Et attention, ce n'était pas à sens unique. Les Minoens importaient des matières premières vitales qu'ils n'avaient pas chez eux, comme le cuivre et l'étain pour faire du bronze. Mais en échange, ils exportaient des produits de luxe très recherchés partout, surtout leur poterie magnifique, le style de Camarès qu'on reconnaît entre mille, mais aussi sans doute des tissus et des huiles parfumées. Et ça, c'est un point super important. Le commerce, ce n'était pas juste une question d'économie. Pour les chefs minoens, posséder un vase égyptien ou un bijou syrien, ce n'était pas seulement un signe de richesse. C'était la preuve matérielle de leurs connexions internationales, un symbole de pouvoir qui déplaçait au-dessus du commun des mortels et justifiait leur autorité. Et tout ça, ce ne sont pas des suppositions, hein. On a les preuves archéologiques. On a trouvé des fresques peintes dans le plus pur style minoen en Égypte. Les textes égyptiens parlent d'un pays Keftiu, qui est très certainement la Crète. Et bien sûr, les objets eux-mêmes ont voyagé. On trouve des poteries crétoises en Syrie et des scarabées égyptiens dans les tombes en Crète. Le réseau était bien réel et très actif. Mais voilà, cet âge d'or, cette période de prospérité incroyable, a connu une fin assez brutale. Autour de 1450 avant notre ère, un événement majeur a complètement changé la donne. Une seule date à retenir, moins 1450. C'est une date qui marque une rupture nette et le début de la fin pour l'indépendance de la Crète minoenne. À partir de ce moment-là,
Un nouvel ordre s'installe en mer Égée. Le centre du pouvoir bascule. Il n'est plus en Crète, qui dominait la région depuis des siècles, mais sur le continent grec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les indices archéologiques sont assez clairs. Quasiment tous les palais minoens sont détruits en même temps, sauf celui de Knossos. Un nouveau pouvoir s'installe, celui des Mycéniens qui viennent du continent. Et la preuve la plus flagrante de ce changement, c'est l'écriture. On abandonne l'écriture locale, le linéaire A, qu'on n'a toujours pas déchiffré, pour le linéaire B, qui lui note une forme ancienne de grec. La Crète est désormais administrée par des Grecs. Mais attention, la fin de l'indépendance politique, ça ne veut pas dire la fin de la culture minoenne. Son influence a continué de vivre bien au-delà de sa propre existence. Les Mycéniens n'ont pas tout rasé pour repartir de zéro. Bien au contraire, ils ont été fascinés par la culture hyper sophistiquée qu'ils venaient de conquérir. La culture minoenne a donc été absorbée, digérée, et elle a servi de fondation sur laquelle la civilisation mycénienne, la suivante, allait se construire. Et cet héritage, on le voit partout. Dans l'art mycénien, qui est plein de motifs et de techniques minoennes, dans leur architecture, leur savoir-faire maritime a évidemment servi de base aux Grecs, et leur modèle d'administration des palais a été repris quasiment à l'identique. L'esprit minoen a survécu à travers ses conquérants. Finalement, l'histoire des Minoens, c'est celle d'une société insulaire qui a brillé, non pas en se fermant sur elle-même, mais au contraire en s'ouvrant au monde, en adoptant et en adaptant des idées venues d'ailleurs pour créer quelque chose de totalement nouveau et unique. Un modèle vieux de 300-500 ans, mais qui finalement résonne de manière assez étrange avec notre monde d'aujourd'hui.